Aujourd'hui, je suis en compagnie de Loïc Mola. Je vous propose de découvrir un personnage hors du commun, haut en couleur, difficile à classer, tant son parcours est riche en expérience. Alors, talentueux, oui, le meilleur, non. Mais c'est vrai que parfois, le talent ne suffit pas. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Alors salut Loïc, c'est un immense privilège de te recevoir sur le plateau de Tout le monde s'en fout. Oui, salut Gérard, merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir d'être avec toi. Alors on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Pour les téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas, tu es né en Afrique en 1982 au Gabon, dans la ville de Port-Gentil. C'est bien ça? C'est bien ça, j'aime beaucoup cette ville Port-Gentil parce que justement il y a le mot gentil. Tu es donc quelqu'un de gentil. Exactement. Pourtant, pas le temps de rester gentil trop longtemps, car à l'âge de 4 mois seulement, tes parents décident de rentrer en France pour votre éducation, toi et ta sœur. Oui, alors ça, c'est ce que nos parents nous ont dit au fil des années, mais je pense plutôt que mes parents voulaient rentrer pour rejoindre ma grand-mère, la mère de mon père, qui se retrouvait de l'autre côté de la Méditerranée, entre Nice et Cannes, une très très belle ville, une magnifique petite ville, Antibes-Juan-les-Pins. Et je pense que c'est cette raison-là pour laquelle mes parents ont voulu rentrer, c'était parce que mon père voulait être plus près de sa mère, je pense. Et puis très tôt dans ton enfance, à l'âge de 4 ans, 5 ans, tu commences à mettre un peu le pied sur la balle et puis tu tombes amoureux de ce sport qui est le football. Voilà, le sport le plus populaire sur la planète. Le football, c'était toute ma vie en tant que gamin. J'étais un passionné, j'étais un amoureux du football. Je mangeais, je dormais, je jouais au football toute la journée, 24 heures sur 24. J'étais un vrai passionné, j'adorais ça. Et c'est vrai que j'étais doué, j'avais un certain talent au football, j'étais un attaquant et je marquais pas mal de buts, j'adorais ça, je peux pas vous l'expliquer, mais une chose que je pourrais dire, c'est que si je devrais revenir en tant qu'enfant, je rejouerais au football parce que c'était des années vraiment merveilleuses, et puis j'avais tout le temps un support extraordinaire, des gens incroyables qui venaient te supporter, t'aider, t'encourager, t'aider à devenir meilleur. Et puis c'est vrai aussi qu'au fil du temps tu rencontres pas toujours des bonnes personnes, des encadrements des fois qui varient et qui changent, et ça c'est le problème un petit peu pour les jeunes joueurs, c'est de ne pas tomber dans les bonnes mains. Mais là, ce serait être mauvaise langue le dire ainsi, parce que j'avais eu l'occasion d'entrer en centre de formation à l'AS Cannes, qui était un grand club il y a pas mal d'années, plus de 20 ans en arrière. Zinedine Zidane d'ailleurs venait de l'AS Cannes. L'AS Cannes a vu grandir de très très grands joueurs à cette époque, et ils voulaient me faire signer un contrat de formation dans un premier temps, parce qu'ils étaient intéressés par mon profil, effectivement, parce que dans chaque tournoi je marquais plein de buts, je finissais meilleur joueur, meilleur buteur, donc ça les intéressait. Et puis il arrivait pas mal de choses entre temps, et voilà quoi. Et le plus incroyable, c'est que tu aurais pu devenir professionnel, tu avais le potentiel, et puis finalement c'est tombé à l'eau, c'est bien dommage, c'est ballot. Oui, je pense que j'avais le potentiel physique, mais malheureusement pas mental, pas à ce moment-là. Et en plus, la mort de ma grand-mère, qui elle m'a élevé à l'âge de 14 ans, m'a fait froid dans le dos, vu que c'était une personne à laquelle je tenais énormément. Alors à l'âge de 14 ans, tu décides d'arrêter le football complètement. Ton père est choqué, l'entourage autour de toi ne comprend rien. Pourquoi est-ce que Loïc arrête de jouer au football, vu qu'il a un talent incroyable, c'est indéniable, et toi, tu veux rien savoir, tu t'arrêtes de jouer au football? Bah oui, parce que comme je l'ai dit juste avant, j'avais le moral un petit peu dans les chaussettes, et cette perte m'a fait trop de mal, et c'était le sentiment qu'un nouvel air, un nouveau jour était en train de se lever, et il fallait passer à autre chose tout d'un coup. Mais pourquoi? Ça, je pourrais dire, c'est comme une force un petit peu spéciale, on s'y attend pas. Et pour
moi, dans ma tête, c'était le football. Je serais professionnel, je serais sur les terrains de football, à la télévision, tout ce qui va avec. Mais tout d'un coup, ça peut basculer et je suis certain que ça arrive à beaucoup de jeunes, hein, surtout dans le monde du football. Alors effectivement, retournement de situation, tu arrêtes le football cache-pistache et puis tu te mets aux arts martiaux. Voilà, tu décides de pratiquer le kung-fu parce que tu as vu des films de Bruce Lee et tout d'un coup tu te prends pour Bruce Lee et voilà, tu veux devenir Bruce Lee, un acteur de film d'action, c'est ce qui te branche le plus. Alors oui, au départ, je voulais faire du karaté. Et puis ça tombait bien vu que dans les matchs de football à l'âge de 14 ans, il y avait énormément de bagarres sur les terrains de football. Chaque week-end, on se bastonnait. Alors je m'étais dit, pourquoi pas faire du karaté, hein, vu que c'est ce qu'on fait tous les week-ends, j'ai l'impression, vu qu'on jouait en ligue et on jouait contre des équipes où les joueurs avaient le sang chaud, vu qu'ils venaient de quartiers difficiles, ils avaient faim et c'était compréhensible. Mais à 14 ans, tu comprends pas ce genre de choses, tu comprends. Et puis voilà, alors je me suis dit, je vais me mettre au karaté, vu que c'était le premier nom qui te vient aux oreilles. C'est ce qu'il y a de plus populaire, hein, karaté, judo. Et puis en regardant un film de Bruce Lee, je m'aperçois que Bruce Lee fait du kung-fu. Et alors là, tout a commencé, quoi. Tout a commencé, la vie a basculé et tout a changé du jour au lendemain. Au football, tu craches par terre. Et puis dans une salle, dans un dojo, tu peux plus le faire. Donc juste ça, ce petit détail, je parle de crachard parce que c'est vrai que c'est vulgaire ce geste, donc on ne parle pas beaucoup de philosophie au football, et par contre dans les arts martiaux, c'est ce qui moi m'a conquis le plus, c'est le côté philosophique et non pas seulement le côté combat. Et puis toi, tu as eu de la chance parce que tu es tombé sur un très très bon professeur, c'était un maître, c'est d'ailleurs toujours un maître en la matière, et c'est un champion du monde, il s'appelle Oh Hang-ni, et ça c'est vraiment la chance merveilleuse que tu as eue parce que il est d'ailleurs élu, lui, le meilleur professeur d'arts martiaux en France. Donc c'est pas n'importe qui le gars, c'est clair, c'est ce qui t'a permis à toi d'avoir cette envie incroyable de pratiquer et de devenir meilleur, parce que lui-même, Wang Ni, a un niveau extraordinaire et il connaît un tas de choses. Voilà, c'est pour ça que la chance, parfois, c'est d'être bien tombé. C'est exactement ça, j'ai eu la chance de bien tomber dans la très très bonne école Oh Hang Nam, dirigée par maître Oh Hang Ni depuis maintenant plus de 40 ans. C'est l'école de référence en France et moi j'ai eu cette chance incroyable de tomber sur ce monsieur qui m'a appris un tas de choses et qui continue à m'en apprendre jusqu'à aujourd'hui. C'est un père spirituel, un père de substitution. Est-ce que ça te touche profondément? Ouais, ça me touche bien sûr parce que sans lui, ma vie elle aurait été peut-être pire, tu vois, alors qu'elle est pas mal, ma vie elle est bien. Et j'ai souvent le sentiment que c'est grâce à lui. Pourtant, il a pas fait grand chose pour moi, mais il a fait le très peu de choses et les bonnes choses toujours au bon moment. Voilà. C'est pas seulement un bon professeur, c'est aussi un très bon guide spirituel. Et voilà, tous les étudiants qui sont chez lui actuellement à s'entraîner aux arts martiaux, c'est une chance inouïe de l'avoir pour professeur. Ah, une autre question, ce sera plus simple. Alors, alors pendant que Loïc fait sa petite fiotte à chialer comme une gonzesse, on va plutôt regarder un petit extrait de ce que vaut maître Oh Hang Ni. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau.
Alors ça, c'est du lourd, voilà, petite démo de Hwang Ni, voilà, on vous avait prévenu, ce n'est pas n'importe quoi. Maintenant, maintenant que notre petite Loïquette s'est remise de ses émotions, on va pouvoir continuer dans notre interview, hein, si tu le permets Loïc, est-ce que ça va maintenant, ça va mieux? Oui, oui, ça va mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc tu deviens un grand passionné des arts martiaux, la même chose qu'au football, tu t'entraînes jour et nuit, tu veux devenir plus fort. Et puis toi d'ailleurs, tu as l'esprit compétiteur, ce qui t'intéresse c'est de faire de la compétition. Ben oui, parce que je me suis rendu compte au fil du temps que la vraie compétition, elle est avec soi-même. C'est pas la compétition elle-même qui est importante, c'est la préparation. Le fait d'avoir un but, qui est la compétition, et d'arriver à remporter cette compète, c'est tout l'avant, ce qui va se passer avant, les doutes, l'intensité de l'entraînement, la manière où on va manger, dormir, tout entre en compte. C'est un travail énorme, hein. Il faut gérer ses peurs également, hein. Impossible de voir un combattant qui va monter sur un ring sans avoir de doute, de peur et toutes ces questions qui vont se poser, c'est logique. Et c'est surtout ce travail-là, moi, qui m'a intéressé, d'aller chercher au fond de soi-même qui on est et de quoi on est capable. Et oui, et finalement tu te retrouves avec 5 titres de champion de France en Kung Fu et Taekwondo, mon petit coquin. Et puis tu as même fait partie de l'équipe de France de Taekwondo et tu préparais les Jeux Olympiques en 2004 à Athènes, vu que... Ah oui, eh ben, parle-nous justement de ce premier titre de champion de France que tu avais gagné. Alors les Jeux Olympiques à Athènes, non quand même pas. C'est vrai qu'en remportant ce premier titre de champion de France de Taekwondo, c'était mon premier titre de champion de France pour moi, et c'était aussi le premier titre de champion de France de Taekwondo pour l'école Wang Nam, et c'était une expérience inoubliable parce que la préparation pour cette compétition était vraiment difficile. Il fallait que je perde du poids et j'avais seulement 16 ans, tu vois, perdre du poids à l'âge de 16 ans c'est compliqué, donc voilà, j'étais... Quand je suis arrivé sur la balance à la pesée avant d'être inscrit pour la compétition, j'étais sec comme un pruneau. Et ouais. Mais alors, tu vois, le plus mémorable, c'était que cette première victoire, ce premier titre de champion de France, il a été remporté avec mon professeur Hwang Ni. Encore une fois, pour lui, c'était quelque chose de nouveau et pour moi aussi. Donc, c'était vraiment une expérience inoubliable. En plus, que des combats gagnés par KO au premier round, donc je m'en étais pas mal sorti, et là l'équipe de France du coup m'avait remarqué pour faire quelques sorties internationales et voir ce que je valais, mais l'équipe de France et moi ça n'a pas trop marché, je sais pas, c'est peut-être la pression à cet âge-là qui me faisait reculer. Alors voilà, la même chose qu'avec le football, dans la même période j'ai perdu mon père. Alors à un moment donné, tu te dis ça suffit, et tu vois, c'est toujours dans les moments de transition où tu perds les gens importants. Et ça aussi, ça a été déstabilisateur dans un sens. Dans un sens, ça m'a aidé à être plus fort, et dans un autre sens, ça m'a complètement brisé. Et évidemment, il me manque plus aujourd'hui qu'il me manquait à l'époque. C'est normal, ça va dans le sens du temps. Bon, je ne vais pas rechialer encore une fois, je ne vais pas faire que chialer dans cette vidéo. Mais voilà, c'est... Donc voilà, il y a eu de la joie pour ce premier titre de champion de France, parce que tout de suite après ça est venue cette marque de respect de l'entourage qui se disait tiens, ce gamin de la rue qui jouait tout le temps avec un ballon au pied, qui faisait des conneries sans faire exprès, tu vois, comme souvent les gamins qui traînent dans la rue, et finalement était champion de France de Taekwondo et respecté déjà avant l'âge de 18 ans. Donc c'était un grand moment dans ma vie. C'était aussi grâce à mon maître Hwang Ni qui a su s'occuper de moi au bon moment. Voilà, donc première des pages dans les journaux, tu vois, une médaille d'or, tout ça, c'était... ouais, c'est important, ça compte dans la vie d'un homme, c'est sûr. Et puis nous sommes dans les années 2000, tu as 18 ans, il faut que tu trouves un travail, un métier, parce que ce n'est pas le taekwondo qui va t'apporter de quoi manger, et forcément il va falloir trouver du travail, et toi tu décides de t'orienter vers le milieu du spectacle. Alors oui, pour
Le spectacle, ça a été encore une fois une sorte de révélation. C'était en moi, j'ai le sentiment d'être un artiste, j'ai le sentiment d'avoir l'âme d'un artiste. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis enfant. J'ai toujours eu ce côté un petit peu fantaisiste, partir dans des choses un peu fantastiques. Et c'est vrai que c'était une super opportunité de pouvoir commencer à travailler dans le milieu du spectacle. Et ce qui était bien, c'était que j'allais garder ma liberté. Oui, tu parles de liberté, mais tu sais très bien qu'on n'est jamais libre, hein, évidemment. Il y a toujours des contraintes. Et il ne faut pas oublier de dire que je crois, si je ne m'abuse, que c'est grâce encore une fois à ton maître, Hoang Nhi, qui t'a permis de trouver et de découvrir cette compagnie qui t'a engagé pour ton premier contrat. C'est bien ça, cette compagnie qui à l'époque s'appelait Dice, hein, comme les dés avec plusieurs facettes. C'était une compagnie qui se produisait dans plusieurs parcs d'attractions comme Six Flags, Walibi. Il y en avait en France, il y en avait en Hollande, il y en avait en Belgique, il y avait des parcs d'attractions un peu partout, aux États-Unis également. Et puis moi j'ai commencé à travailler sur un premier spectacle qui s'appelait le Batman Forever Stunt Show. Donc il s'agissait de cascades, de combats scéniques. Et oui, Hoang Nhi avait parlé à cette compagnie, à Dice, au directeur général, lui avait dit bah, tiens, j'ai un gamin là qui a envie et qui est motivé et qui a besoin aussi de travailler. Et puis la compagnie m'a fait confiance, m'a permis de commencer mon premier contrat. Et grâce à eux, j'ai appris énormément de choses. Mais encore une fois, au début, c'est encore une fois grâce à Hoang Nhi. C'est assez incroyable ce destin. Et puis voilà, après il y a eu énormément de spectacles qui se sont enchaînés, toujours pour la même compagnie, hein. Batman Forever Stunt Show, ça c'était le premier. Et ensuite il y a eu Le Trésor du Pharaon, c'était un remake de Indiana Jones, où là j'incarnais le personnage principal du spectacle. C'était très difficile, c'était très dur, difficile saison, très physique, 2 spectacles par jour, tous les jours, pas de jours de congé. Ça c'est l'école avec laquelle j'ai grandi dans le milieu du spectacle. Vraiment c'était génial, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, d'autres talents avec lesquels j'ai énormément appris au fil du temps. Et puis ce dont tu avais toujours rêvé, c'était pouvoir tourner dans un film. Voilà, t'attaquer au 7e art, c'est ce qui pouvait tomber le mieux pour toi, vu que c'était ton rêve de gosse, hein, finalement, personne ne le savait, toi c'était vraiment ce qui t'intéressait. Alors voilà, alors pour récapituler tout ça, où est-ce que j'en suis? Alors, eh oui, tu te retrouves sur le film Banlieue 13, produit par Luc Besson, réalisé par Pierre Morel, hein, le réalisateur de Tekken. Donc on parle pas de n'importe qui, et aux côtés de Cyril Raffaelli et de David Bell, fondateur du groupe Yamakasi. Alors donc pour toi, énorme entrée en matière, tout de suite avec des grosses pointures. Parle-nous-en, tu avais seulement à l'époque 20 ans. Oui, mais à l'époque c'était carrément inespéré de pouvoir tourner dans un film. Banlieue 13, ça a été la suite. Il y a eu quelque chose juste avant, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu un clip pour Ronan Keating où j'étais sa doublure. Ça, c'était vraiment la première chose que j'ai fait face caméra professionnelle, si tu préfères. Et ensuite, après ça, j'avais fait un casting. C'était un film avec Jet Li qui s'appelait Danny the Dog, produit par Luc Besson également. Et c'était Unleashed, ça s'appelle en anglais. Et ouais, Jet Li, moi j'étais fan de Jet Li, et forcément, vu que Jet Li c'est un champion de Chine en Wushu, et nous on adorait regarder Jet Li lorsqu'on était gamin, on l'avait sur l'écran, et on était pratiquement fan de Jet Li. Et puis là je me retrouve aux côtés de Jet Li. Et là le destin encore plus incroyable, premier film sérieux de cascade, c'est avec Jet Li. Et avec qui je me retrouve sur le côté pour traverser une vitre. On est tiré au vérin, on part à plus de 120 km/h en arrière en traversant une vitre. Qui est-ce qui est à côté de moi? Mon maître, Hoang Nhi. Alors, encore une fois, coïncidence, destin, j'étais pas censé répondre à cette interview en parlant seulement de Hoang Nhi, mais on en parle énormément, forcément, puisqu'il est toujours présent dans les moments importants. Et voilà, donc en fait, c'était bien de se retrouver à côté de lui parce qu'il me rassurait. Lui, il avait déjà l'expérience des tournages, et puis moi, un peu moins.
Et puis finalement on a fait une très belle cascade, elle a été mise sur le DVD, et c'était, ça a été pour moi ici le kickstart, tu vois, le début. Tout de suite les chorégraphes et les directeurs de cascade, comment on dit ça, les coordinateurs de cascade, tout de suite on repérait, et tiens, ce jeune là il est pas mal, on va lui proposer d'autres choses. Alors on m'a proposé d'autres trucs, des pubs pour Mazda, on m'a proposé quelques autres films, quelques petits trucs aussi, mais j'ai rarement fait des petits trucs, j'ai souvent fait des grandes choses. Et c'est pas que j'ai refusé les petits trucs, c'est que les petits trucs sont rarement présentés. Par contre les grosses choses sont présentées souvent, et je les ai pris. Et là, si on revient sur Banlieue 13, pour parler de Banlieue 13, alors là c'était la consécration énorme. J'ai l'impression que c'était la récompense de tous ces efforts fournis, même si j'étais pas encore au bout de mes peines, d'être considéré comme la doublure de Cyril Raffaelli. Bien sûr, on n'était pas au même niveau. Cyril était âgé de plus d'une dizaine d'années que moi, beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus fort, ça c'est sûr. Mais quand même, j'étais considéré comme sa doublure, comme s'il ne pouvait pas trouver quelqu'un d'aussi bon que lui. Donc ça faisait plaisir, c'était flatteur. Et dans un autre temps, c'était frustrant sur ce tournage, puisque je ne pouvais pas m'exprimer. J'étais censé être la doublure de Cyril Raffaelli. Ça gênait pas mal de gens qui étaient plus ou moins jaloux, et d'autres qui ne comprenaient pas pourquoi Cyril a une doublure alors qu'il pourrait faire lui-même ses cascades. Donc cette période-là a été encore une fois fantastique par la consécration, et de l'autre côté ça a été aussi assez brisant, parce que j'étais souvent rabaissé en fait. Et bon, ça m'a donné de la force pour continuer aussi. Et puis bon, le cinéma, c'est un monde difficile. C'est un monde où c'est très difficile de rentrer. Le cercle est petit, la famille est petite. Moi, je suis rentré sans piston vraiment dans le cinéma. Personne ne m'a vraiment aidé. J'ai répondu présent au casting. J'étais là, je les ai faits. Et puis après, ça s'est enchaîné. Donc ça... c'est ce que je pourrais dire. Après, c'est vrai qu'être en compagnie des meilleurs, ça te rend meilleur, forcément. Parce que là, on parle vraiment de la crème des crèmes. Hein. Banlieue 13, c'est un gros film d'action, un des meilleurs films d'action français, avec si peu de budget, mais énormément de talent à l'intérieur du film. Voilà, si vous voulez regarder ce film, vous le regardez, et puis vous verrez qu'en France, c'est très difficile de produire des films d'action de ce niveau. Et encore une fois, signé de Master Luc Besson. Voilà, ça c'est la grosse fierté, c'est de pouvoir annoncer ce genre de nom. Mais tu as tourné aussi pour Hitman, produit par la 20th Century Fox, avec Timothy Olyphant, l'acteur qui jouait aux côtés de Bruce Willis dans Die Hard 4. Et ben ça, ce n'est pas rien, mon coco. Et puis aussi Scott Adkins, tu as rencontré Scott Adkins en Turquie sur un tournage qui devait être un film d'action aussi, qui devait bien péter. C'était d'ailleurs le chorégraphe, c'était Cyril Raffaelli. Et puis ce film finalement ne s'est pas fait, mais ça t'a permis quand même de rencontrer encore d'autres stars du showbiz, et ça c'était chouette pour toi. Et tout ça, ça t'a permis de voyager énormément, voilà, Roumanie, Turquie, Chine, Taïwan, Japon, Australie, Amérique, t'as été un peu partout, enfin t'as été sur tous les continents grâce à ta profession, et ça c'est vraiment sympa, c'est ce qui te permet forcément d'évoluer, parce que voyager c'est important. Je suis devenu un passionné de voyage, j'adorais voyager. Pour moi, prendre l'avion, c'était comme aller prendre une douche, tu vois, c'était génial tout le temps. Bouger ici, à droite, à gauche, ça me permettait d'apprendre énormément de choses, et j'adore ça, j'adore apprendre chaque jour, chaque seconde de ma vie. Moi, je me pose toujours les questions les plus existentielles qui soient. Alors, voyager, c'est fantastique, on voit plein de choses, et malheureusement, on voit pas tout. On voit pas tout lorsqu'on voyage, et c'est en voyageant, cela m'a permis de découvrir une compagnie de spectacles haut de gamme qui était le Cirque du Soleil. Alors voilà, quand j'ai rencontré le Cirque du Soleil pour la première fois que j'ai vu un spectacle de cette compagnie, je suis resté, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. Alors du coup, j'ai laissé tomber le cinéma, et je voulais entrer dans cette compagnie absolument. Alors je me suis retrouvé en Angleterre pour faire un casting,
Et ce casting-là s'est bien passé. Sur 40 candidats, j'étais retenu dans les 5 premiers. Le Cirque du Soleil les appelle les 5 candidats potentiels du casting qui pourraient se retrouver dans de futurs spectacles, dans de futures productions. Et oui, et pendant 3 ans, tu vas attendre que le Cirque du Soleil te recontacte pour enfin te donner du travail. Et oui, parce que toutes ces années... il a bien fallu continuer de travailler et de manger, même si c'est ça que tu voulais faire. Eh ben oui, il fallait attendre 3 ans. Et puis finalement, le Cirque du Soleil décide de t'appeler. Nous sommes au mois de janvier 2006. Le Cirque du Soleil appelle monsieur Loïc Mola. Oui. Allô? Oui. C'est le Cirque du Soleil. Nous aimerions vous donner un contrat, monsieur Mola. Et oui, j'en avais rêvé et j'attendais que ça. J'attendais que ça, qu'il m'appelle, et puis finalement c'est arrivé. Je me souviens, j'ai travaillé sur un autre spectacle de cirque et ça n'allait pas très bien. Le cirque voulait pas payer, le cirque avait du mal aussi à faire rentrer du public. C'était pas vraiment la meilleure période. Et puis là, tout à coup arrive cet appel. Je saute de joie. En plus, on m'annonce la couleur, c'est-à-dire Monsieur Mola, vous êtes plus qu'un candidat potentiel, nous voulons vous faire signer un contrat de 1 an pour travailler à Las Vegas au MGM Grand dans le spectacle dénommé K. Alors voilà, K, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spectacle sur mesure et démesuré. C'est inexplicable, il faut le voir en live, il faut le voir en direct pour comprendre de quoi il s'agit, tellement c'est énorme. 160 millions de budget, 80 artistes sur scène, 160 techniciens et toute l'équipe qui va avec. On parle vraiment de quelque chose de gros, d'énorme, et en plus ça se passait à Las Vegas. Alors moi j'avais visité Las Vegas des années juste avant d'être embauché pour le Cirque du Soleil, et j'avais dit à ce moment-là, je me souviens, un jour je viendrai travailler ici parce que c'est là qu'il faut être pour le divertissement mondial, c'est Las Vegas. Donc c'était un rêve de gosse. J'avais 23 ans et j'étais déjà à Las Vegas pour le Cirque du Soleil, et c'était magnifique. J'ai passé des moments magiques, mais voilà, comme d'habitude, la réalité te rappelle, ce n'est pas que magique, c'est aussi tragique, c'est aussi difficile. Il y a eu des gens qui ont décédé sur ce spectacle. C'était un spectacle dangereux. Moi, j'ai fini par quitter ce spectacle, non pas par peur qu'il m'arrive quelque chose, mais c'est parce que j'étais lassé. J'en avais marre de répéter cette routine, car c'était très très difficile aussi. Et puis le principal, c'était que c'était compliqué d'être un créateur au Cirque du Soleil. C'était l'artiste et il fallait faire ce qui était demandé et respecter au pied, au doigt et à la lettre, tu vois. Et ça me convenait pas. Même si j'ai appris, encore une fois, énormément de choses, et surtout ce qui a été fort pour moi, et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est la carte de visite, de dire, voilà, je suis un ex-artiste du Cirque du Soleil, j'ai travaillé au Cirque du Soleil, donc en général, les gens savent tout de suite que tu es quelqu'un de sérieux, et ça fait plaisir, et c'est le plus gros remerciement que je peux donner au Cirque du Soleil, voilà, c'est d'avoir une bonne réputation, et me donner à moi aussi une meilleure réputation. Voilà, ça c'est le meilleur échange que j'ai pu faire avec le Cirque du Soleil, je pense. Oui, c'est vrai que t'es un petit peu difficile, toi. Hein. T'aimes bien tortiller un peu du cul à droite à gauche parce que voilà, le Cirque du Soleil c'est la meilleure compagnie de spectacle qui est au monde, et toi, tu leur claques la porte au nez, tu dis je m'en vais. Ah oui, oui, parce que c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Ah oui, mais me la fais pas à moi parce que tu étais censé faire ton contrat pendant 1 an et puis finalement tu t'es barré au bout de 7 mois. Donc voilà, il faut pas oublier de tout dire, mon petit. Mais bon, après ça, tu es revenu en Europe et puis voilà, retour aux sources. Le début du spectacle, comme un cycle venait de se terminer, et ben tu es reparti sur les routes, toujours pour un cirque. C'était le cirque de Moscou à l'époque, dirigé par Hans Martin, hein, un superbe directeur qui nous a quittés. C'est bien dommage parce qu'il nous faut des gens comme lui dans le monde du spectacle aujourd'hui. C'était un grand monsieur, un monsieur très très fort et très très intelligent qui parlait énormément de langues. Lui aussi t'a appris énormément de choses et tu as tourné avec ce cirque de Moscou pendant 2 ans.
où tu faisais d'ailleurs ton numéro qui était créé sur mesure. C'était le numéro de James Bond, un mix entre le jonglage et les arts martiaux. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais entre-temps, avant que le Cirque du Soleil te propose ce contrat, tu étais parti en Russie, à Moscou, pour apprendre la technique du jonglage grâce à un jongleur professionnel là-bas qui s'appelait Sergei. Et alors le cirque en Hollande, le cirque de Tournai, alors oui, on faisait 2 villes par semaine. Voilà, on faisait le mardi, le mercredi dans une ville, et puis le jeudi on voyageait, et puis on faisait vendredi, samedi, dimanche dans une autre ville, et puis le lundi on voyageait. C'était intense, c'était comme ça toute l'année. Il y avait pratiquement peut-être 1 mois de pause, et c'est là j'ai appris au cirque traditionnel comme ça. Parce que moi je suis passé du coq à l'âne, hein, tu peux dire, hein, parce que le Cirque du Soleil où tout est propre, on te lave tes chaussettes et ton slip, arriver dans le genre de cirque avec lequel j'allais travailler, c'était beaucoup moins confortable. Donc j'ai eu beaucoup de temps à m'adapter, j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter parce que tout simplement j'avais pas les connaissances, le savoir-faire, parce que là c'était du voyage, tu vois, il fallait avoir sa caravane, son camion, il fallait avoir tout un équipement, toute une façon de se débrouiller avec les contraintes du cirque traditionnel, parce que le cirque traditionnel c'est quelque chose qui est en train de mourir malheureusement, mais il est en train de mourir parce qu'il y a de moins en moins d'intérêt et parce qu'il y a de moins en moins d'argent à injecter dans ce genre de choses. Et moi, cette expérience, elle m'a permis d'apprendre un tas de choses, c'est-à-dire à toucher un petit peu à l'électricité, comment connecter des tubes à eau, des trucs de survie pratiquement de nos jours. Pour des gens ça semble dingue parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre les mains là-dessus, mais nous dans le cirque on est obligé de le faire parce que tu peux pas toujours appeler un professionnel qui va le faire, alors tu es obligé d'apprendre à comment te sortir de telles situations, tu vois, les caravanes et les camions dans la boue qui n'arrivent pas à sortir, des fois c'est la misère, des fois c'est compliqué, des fois le public ne vient pas. Alors là, tu vois, je suis tombé, j'ai l'impression que j'étais au top du top, les films, le coton, les hôtels, tous les trucs qui étaient vraiment sympas et confortables, et tout d'un coup je me suis pris une grosse baffe, et on pourrait dire que je l'ai bien cherché, parce que j'avais tout, et j'ai fermé toutes les portes. J'avais le cinéma, les gens m'appréciaient, les gens me voulaient avec eux, et moi j'aurais fermé la porte au nez. J'en ai ouvert une autre, on m'a dit tiens viens, et puis j'ai refermé la porte au nez. Je parle du Cirque du Soleil, et là c'était comme si Dieu, s'il existe, hein, m'avait dit voilà, toi mon petit, maintenant tu as abusé, il est temps que tu apprennes qu'est-ce que c'est la vie. Et là j'ai appris. Là j'ai appris qu'est-ce que c'était que la vie, pas seulement l'art, et les deux marchent ensemble. Tu peux pas être un artiste et pas avoir de vie, tu vois, tu peux pas te chier dans le froc par exemple, tu es obligé d'aller aux toilettes. Je veux dire, c'est un certain cycle, une espèce de... Je sais pas comment expliquer, je me suis perdu un petit peu dans mes propos parce que justement à ce moment-là j'étais perdu. La seule chose qui m'a sauvé, c'était que j'avais créé un numéro qui mixait les arts du cirque avec les arts martiaux, et pour moi dans ma tête c'était unique, et il fallait que ce soit connu du monde entier. Ça n'a pas été le cas, pourtant j'ai fait les efforts qu'il fallait, j'ai tout donné, j'étais avec ce numéro au top, c'était vraiment unique à ce moment-là. Maintenant je le fais toujours, je l'ai fait peut-être plus de 6000 fois ce numéro, hein. C'est un numéro qu'on ne reverra pas d'ici peu, en tout cas pas sous cette forme. Et ça c'est pas pour me vanter, c'est juste que je sais très bien les sacrifices et le temps qu'il faut pour apprendre tout ça. Et puis après tout ça, ça s'est enchaîné. Tout est devenu connecté, le cinéma, les cabarets, le théâtre, le cirque. J'ai eu des demandes un peu partout après pour diriger des spectacles en voyant l'expérience et sachant que j'étais un ex-artiste du Cirque du Soleil. Quelques cirques ou quelques cabarets m'ont demandé de diriger leur spectacle artistiquement, de proposer mes idées et de les mettre en place surtout. Et là j'ai appris que je pouvais transmettre mon savoir et aider les compagnies à évoluer aussi, tout en partageant justement ce savoir-faire que j'avais appris toutes ces années. Et
voilà, j'étais jeune. Hein. Quand tu es jeune et que tu diriges déjà un spectacle et que tu as 26, 27 ans et qu'il faut diriger des gens de 40, 50 ans, ils sont pas toujours d'accord avec ça. Hein. C'est ça, c'est la fraîcheur qui arrive, mais aussi il faut pas oublier qu'il y a des gens d'expérience et qui ont aussi leur fierté en se disant mais tu es qui, jeune trou du cul, pour me dire quoi que ce soit ce que je dois faire. Moi j'ai le sentiment de les avoir aidés, ces gens-là, dans un sens, parce que des fois dans leur expérience et dans leur routine, ils s'oublient un peu. Et j'espère que ça m'arrivera pas, ça. De l'avoir vu en étant jeune, je pense que c'est un plus. Je vais essayer de tout faire pour pas que ça m'arrive, justement, d'avoir ce genre de mentalité. Je sais tout. Je sais tout. Je sais une chose, c'est que je sais rien, quoi. Je saurai pas tout. C'est compliqué de tout savoir. Tu peux pas tout savoir de toute façon. Là, ce serait une sorte de boucler la boucle, la vidéo. J'ai souvent le don pour mettre un mot et un terme aux discussions, parce que j'aime pas trop discuter en fait. La discussion, c'est quelque chose qui... tu vois, discuter sans argumenter, c'est de plus en plus rare. Avoir une discussion, c'est bien. Argumenter, c'est autre chose, parce que c'est déjà créer des tensions. Alors je me suis évadé du sujet énormément, j'espère que t'es pas perdu. Non, ne t'inquiète pas mon petit, je ne suis pas perdu. Par contre toi, pendant un petit moment, t'avais l'air de l'être. Mais si peut-être il faut que je te rafraîchisse la mémoire, c'est en 2014, tu as été accusé d'un crime que tu n'as pas commis, soi-disant, voilà, tu n'as rien fait, tu es innocent. Alors coup monté ou erreur de justice, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il a bien fallu que tu payes pour ce mauvais jugement. Voilà. Alors parle-nous-en un petit peu, parce que ça forcément c'est le dossier choc de l'interview, forcément. Oui, alors bien sûr je suis innocent, hein, mais en même temps le juge m'a dit comme ça, il m'a dit vous savez monsieur, même les gens qui commettent des crimes toujours disent qu'ils sont innocents. Alors j'ai l'impression que ça c'était la phrase qui allait boucler la boucle, ça voulait dire que je pouvais plus rien faire. Oui, j'ai été accusé effectivement malencontreusement, complètement à tort, et j'ai été condamné à 6 mois de prison ferme et 3 ans avec sursis, donc c'était assez lourd. Finalement, bon, je n'ai rien fait vu que j'ai payé, mais j'ai donné de l'argent, si vous voulez, à la justice, comme ça, pour rien. Bon, si après ils voulaient peut-être un don, une aide, ils auraient pu me demander, je l'aurais fait peut-être. Vu que à l'époque, avant que ça m'arrive en 2014, j'avais foi moi en la justice, ça c'est sûr. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est dans mon regard ici, je pense qu'il y a eu un petit moment de haine. Et c'est normal, parce que jusqu'à aujourd'hui, hein, ça m'a été très difficile d'accepter ce mauvais jugement. Pourtant j'ai tout fait pour prouver mon innocence, mais il n'y a rien eu à faire. Ce que je voulais dire, c'est que je suis passé par différents stades d'état d'esprit, si on peut dire. Mais celui qui est sorti du lot, ça a été la tristesse. Pour moi, c'était pas moi qui étais triste. Ce qui était triste pour moi, c'était de voir que ce monde n'était pas juste. On le voyait bien, je le voyais déjà à l'époque, et la justice n'était pas présente. Mais là, à le vivre soi-même, eh ben, ça te fait réaliser que le monde est injuste en fait. Alors le monde n'est pas injuste. Le monde naturel qui nous entoure, lui, est fait de sublimité et de justesse parfaite. C'est surtout le système et les êtres humains, eux, qui ont créé ce système, qui ne sont pas justes, ils sont complètement injustes. Donc voilà, ça c'est un truc, ça a été dur. Ouais. Mais comme tu es un pro du rebondissement, bah si quand même, faut le dire, toi tu es un pro dans le rebondissement, tu rebondis tout le temps, dès qu'il t'arrive une colle, une tuile, une merde, oui ça s'est vu dans ton passé, on a bien décrit jusque là. Le paradoxe c'est que tu profites de cette occasion triste pour te métamorphoser en clown. Tu as le déclic, c'est l'humour, et tu te dis voilà, vu qu'il n'y a pas de justice, je vais faire le clown pour faire rire tous ceux qui sont tristes. Et oui, c'est l'humour.
Et quoi de mieux que le clown pour partager des émotions, qu'elles soient comiques ou poétiques ou fantastiques. Le clown, c'est ce qui m'a vraiment sauvé par rapport à cette injustice. Et puis voilà, comme quoi les choses sont bien faites. De cette tristesse est née cette envie de donner de la joie, de la partager surtout. De la partager parce que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à subir des injustices finalement. C'est pas moi le petit Calimero, le pauvre qui reçoit des injustices. Non, ça arrive à plein d'autres gens et ça peut leur arriver pas seulement devant leur juge ou le tribunal ou le procureur de la République, ça peut aussi leur arriver dans la vie de tous les jours, subir des injustices. Et le clown est là pour justement ouvrir le gap, la pression, tu vois, la soupape, faire oublier aux gens pendant un court instant, vu que le temps, lui, est irrationnel. C'est quand tu es là en train de regarder un spectacle, si le spectacle est bien mis en place, cela devient intemporel. Et du coup, on peut oublier ses soucis et tout ce qu'on a qui nous tracasse, tu vois. Et moi, je suis très très heureux et très très fier de pouvoir faire ce métier en tant que clown jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est cette vraie sensation de partage et avoir aucune peur de la dérision, tu vois. Moi, j'ai aucune peur d'être dérisoire. L'autodérision, ça me fait pas peur. Le ridicule non plus. Et oui, le clown Luigi Simo était né, ce personnage complètement déjanté qui t'a permis de sortir un petit peu de ton slip trop serré, on va dire, parce que c'est vrai que dans le passé, tu étais un petit peu... Mais voilà, et puis cette autodérision, tu vois, ce comique, cet effet comique t'a permis de devenir plus créatif. Tu as d'ailleurs composé même de la musique grâce à ce personnage de clown. Tes 2 premiers albums de From Town to Clown, voilà, From Town to Clown. D'ailleurs, les albums sont en vente chez CD Baby. Bien joué Luigi, parce que... Alors Luigi, pourquoi Luigi? Voilà, c'était Luigi parce que Loïc, Luigi en italien, et puis Simo parce que Bellissimo, parce que comme t'es beau, voilà, t'es la classe, tu t'es appelé Luigi Simo, voilà, tu te la pètes, mais arrête de trop te la péter non plus, faut pas que tu te la prennes trop au sérieux. Moi je pense que Luigi Simo c'est pas un très très bon nom, vu que c'est difficile à prononcer. Il y en a qui t'appellent Simon, il y en a qui t'appellent Simo, Luigi si quoi, on sait pas trop. Moi je serais toi, je changerais de nom, mais comme tu as l'air d'être quelqu'un de têtu et de croire en ce que tu fais, à mon avis ça va être difficile que tu changes ce nom. En tout cas, bravo d'être devenu un clown, parce que on dit souvent le clown est mort, et puis toi tu essayes de le ressusciter, et encore une fois je pense que tu t'avances sur un terrain assez compliqué, assez dangereux, mais c'est bien, tu aimes le challenge, et ça fait plaisir, et c'est pour ça que nous on est là pour t'interviewer. Ça nous fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi, monsieur Luigi, et non pas argumenter. Et puis voilà, au fil du temps, tu as appris énormément de choses grâce au cirque, et puis il semblerait en 2016 que c'était le moment d'ouvrir ton propre cirque, voilà, de créer ton propre cirque. Alors tu décides d'acheter un chapiteau et de faire ton propre programme, voilà. Donc tu es le directeur de ce cirque, tu es le communicant, tu fais la publicité, tu fais le spectacle, tu fais les musiques, tu fais l'artiste, tu fais tout. Ce sont des valeurs qui se perdent de nos jours, hein, vu que les gens essayent d'en faire de moins en moins, et toi tu essayes d'en faire de plus en plus. Alors qui est fou? Ce sont les gens qui sont fous, ou est-ce toi qui es complètement détraqué? Parce que la quantité de travail que tu injectes dans ta vie, c'est quand même hallucinant. Oui, à la base, je suis le concepteur de ce projet, voilà, Circus Cool and Smile, le cirque qui reste cool et qui sourit. Voilà, c'est un petit peu le nom qui est né après toutes ces injustices, j'ai l'impression. Je voulais prendre les choses un peu plus légères. Et oui, effectivement, c'est difficile de tourner tout seul, mais je vous rassure, je ne suis pas tout seul. Il ne faut pas oublier ce que dit le proverbe africain, ça tombe bien justement. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je ne peux pas vous cacher que effectivement, il y a des gens qui m'aident dans mes projets, et merci Dieu, ils sont là pour m'aider, et ils m'aident avec énormément de volonté, et ils ont envie de bien faire, et je suis très fier d'eux. Je suis très fier des gens qui ont fait partie de cette compagnie depuis 2016, parce qu'ils sont... ils s'investissent et ils croient en moi, et moi je crois en eux. C'est toute une confiance qui s'installe souvent avec des gens qui sont un petit peu perdus aussi dans leur vie. Ils se cherchent, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, et grâce au cirque, grâce à ce concept,
les gens reprennent vie. Et puis pour terminer, on va pas faire que ça, parler que de monsieur Loïc Molla, il y a d'autres choses à faire. Les gens sur YouTube aussi ont envie d'aller voir d'autres vidéos, il n'y a pas que toi qui les intéresse forcément. En 2018, alors là tu mets la barre encore plus haut, tu es encore plus dingue, tu fais un film tout seul. Alors un film allez, c'est un court-métrage d'une quinzaine de minutes, mais alors là, tu l'as écrit, tu l'as réalisé, tu l'as filmé, tu l'as monté, tu l'as joué, tu l'as interprété, tu l'as composé la musique, tu as tout fait tout seul. Mais là, vraiment tout seul, voilà. Et moi, j'ai dit respect, chapeau, parce que j'ai jamais vu un truc pareil. Alors ça s'appelle One Man Move, si vous voulez jeter un œil sur ce petit court-métrage, un truc de fou. Une beauté, pour moi ça mérite d'être au Festival de Cannes, mais bon, c'est pas grave, il y a tellement de concurrence, je suis sûr que Luigi Simo comprendra que voilà, il n'y a pas que lui dans le monde et qu'il y a aussi énormément de gens de talent. Alors vas-y Loïc, dis-nous ce que t'en penses, parce que là, c'est quand même un truc de malade, hein. Oui, alors One Man Move, c'est vraiment... En fait, j'en avais marre que personne n'investisse sur moi toutes ces années, et j'attends quand même que quelqu'un investisse plus sérieusement, mais vraiment sur ma personne. Peut-être j'ai déliré, j'ai pensé que j'étais trop bon peut-être. Alors je me suis dit, si personne n'investit sur moi, je vais investir sur moi-même. Et j'ai créé ce film One Man Move, dont je suis très fier, parce que j'ai tout fait tout seul, vraiment tout seul, et je pense que le résultat est pas mal. Bien sûr, quand t'as pas le budget et qu'il faut aussi combiner tout un tas de choses, parce que c'est pas ce qui me donne à manger, plein de choses, je fais énormément de choses, il faut de la place pour créer, de la place pour faire les montages vidéo, la place pour diffuser, s'occuper des chaînes YouTube, s'occuper des réseaux sociaux, s'occuper des contrats futurs. Et One Man Move, c'était le film qui allait me faire décompresser. Et j'ai adoré tourner ce film, j'ai pris mon pied là-dedans, ça m'a permis de me découvrir en tant qu'acteur aussi, de voir que j'étais capable de jouer des rôles différents, de les imaginer dans l'espace et dans le temps. Tout est question de timing dans le cinéma, mais pas que, dans le spectacle aussi, et le spectacle c'est même plus difficile parce que c'est du direct, tandis que la vidéo tu peux toujours ajuster, assembler, tu peux créer un nouveau timing, un nouveau tempo, tandis que le live tu peux pas. Donc je dirais deux choses: j'adore le cinéma, même si j'ai fermé des portes dans le passé, ça me manque beaucoup. Bien sûr j'aimerais tourner un film avec aux côtés de Jean-Claude Van Damme. C'était notre idole lorsqu'on était plus jeune. Je vis en Belgique depuis plus de 15 ans. Je sais que lui aussi vient souvent en Belgique, on ne s'est jamais rencontrés. Je suis sûr qu'il ne me connaît même pas, il ne sait même pas qui je suis. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Parce que je suis sûr que s'il savait qui j'étais, il m'aurait proposé déjà de jouer dans un film avec lui, c'est certain. Ou alors peut-être je me la joue un peu trop, j'ai peut-être les chevilles qui enflent un peu là du coup. Mais... tu comprends ce que je veux dire, c'est que One Man Move, c'était ma dernière bouffée d'air, ma dernière solution au regard du cinéma. Alors sinon, ce serait quoi, parce qu'on a bien compris le cinéma, le spectacle, mais ce serait quoi tes envies, tes désirs pour le futur? De quoi tu as envie vraiment? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour pouvoir perpétuer ton savoir finalement? Parce que tu sais pas mal de choses, j'ai l'impression, tu n'es pas si con que ça. Ah oui, oui, bien sûr. Mais j'ai un projet en tête depuis un bon bout de temps. Et c'est surtout une question d'argent, parce que l'envie est là, j'ai l'envie et j'ai l'idée. Et l'idée, ce serait d'acheter un terrain, sur lequel je puisse organiser, créer toute une atmosphère particulière de relaxation, de divertissement. Tout ça, ça inclurait énormément d'activités forcément, et ça donnerait aussi de l'emploi pour des gens qui en ont besoin et qui ont envie de bien faire, et j'en connais plein. Et voilà, ce qu'il manque toujours, c'est toujours la même histoire, il manque les connexions, les subventions. On peut faire les démarches si tu veux, mais je suis pas ce genre de personne là, et je sais pas ce que J'attends impatiemment depuis pas mal d'années déjà de pouvoir trouver le terrain parfait pour pouvoir m'installer et faire
et pouvoir, comme tu l'as dit, partager tout un savoir que j'ai acquis durant ces années. Eh bien moi, je n'ai aucun doute en ce qui concerne la réalisation de tes projets, vu que tu as l'air d'être quelqu'un très honnête et sage pour ton âge. D'ailleurs, tu n'as que 36 ans, c'est incroyable cette dureté d'esprit. Voilà, le mot ne me venait même pas à la bouche, vu que c'est étonnant de rencontrer des gens comme toi. Tu es humble et en même temps tu te la pètes, je sais pas, t'es bizarre comme mec, mais en même temps, si vous, mesdames et messieurs, vous connaissez quelqu'un qui a un terrain à vendre ou qui est prêt à aider monsieur Loïc Mola ici à trouver un terrain et pour pouvoir faire les activités et réaliser les rêves dont il a toujours eu envie, eh ben n'hésitez pas à nous faire signe, envoyez-nous un email à cet email qui vient de se afficher sur le bas de l'écran. Voilà. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Loïc, je te dis merci, un grand merci d'avoir été avec nous. On a passé un bon moment. Tu nous as pris un peu la tête, forcément, à certains moments, parce que voilà, tu te la pètes, quoi. Il faut que tu te calmes. Calme-toi. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On est terminé, on a fini avec tout ça. Oui, voilà. Alors, le dossier Loïc Mola, hein, il a été compliqué, lui, hein. Il n'a pas été facile, le petit Bilou là, mais. Alors mesdames, messieurs, voilà, si vous voulez faire un don, faites-le, l'email va s'afficher en bas de l'écran. Ça je l'ai déjà dit, mais c'est toujours bien de le redire, parce que il y a des gens qui font genre moi j'ai pas entendu, il faut payer maintenant. Non, moi j'ai rien entendu, hein. Et ben moi je le redis, et ben je vais le redire, mesdames et messieurs, je vais le dire tel que c'est écrit, hein. Alors mesdames et messieurs, si vous voulez faire un don pour que le projet de toute une vie de Luigi Simo se réalise, prenez contact grâce à cet email qui s'affiche en bas de l'écran. Moi, je vous dis à l'année prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous donner les moyens pour réussir tout en restant honnête avec vous-même. Voilà, j'ai l'impression de parler comme l'autre couillon là, hein. C'était Gérard Olgalin, voici c'est mon nom, je vous dis bye. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.